Voilà, des retours sur ce plateau, Timothée Lenoir, le premier invité de ce matin. Merci d'accepter l'invitation. Et toujours, aujourd'hui en veste, ça sort de l'ordinaire. Vous êtes toujours dans une sorte de zambala, l'accoutrement un peu reflétant le Westaf. Vous avez décidé de porter la veste. Merci beaucoup pour l'invitation. En fait, c'est pas moi qui choisis mes vêtements. Madame a préféré que je sois en costume. Du fait qu'elle t'a suivi depuis 6 heures, tu étais bien en cravate, sapé comme jamais. Alors il fallait respecter les principes. Donc voilà. Ah, la RDC, le développement de la RDC devra passer par les provinces. Est-ce qu'aujourd'hui, les provinces de la RDC produisent ce qu'il faut dans le but de soutenir l'économie congolaise? Non, écoutez, moi je suis parmi les politiques. Je suis un monsieur qui croit à un avenir meilleur de notre belle nation. Et aujourd'hui, la RDC ne cesse de s'émouvoir au travers nos 26 provinces. D'abord, il y a eu, comme on dit, la loi sur la décentralisation à l'époque qui a été amenée à l'Assemblée nationale venant de l'honorable Délice Sanga, qui a été traitée à l'époque par le ministre, le gouverneur Richard Mouyej Mons, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Donc la question sur la décentralisation, moi je me dis que c'est un gain pour la République, pour ne pas seulement parler de Kinshasa, Congo central, le Bandundu, le Grand Bandundu. Il fallait aussi qu'il y ait, comment dire, cet aspect de décentralisation pour donner la chance à tout le monde. Quand on parle de décentralisation, il y a eu cet aspect de cette approche des régies financières en province. On parle des DGRK à Kinshasa, on parle de l'Ekassa, et chaque province s'est créé des régies. Est-ce que ces régions ont réellement contribué à relever l'économie des provinces? Oui, je crois que nos régies, parce qu'au niveau national, il faut rappeler qu'on appelle ça des édits, et au niveau provincial, on appelle ça, au niveau national, on appelle ça de loi, au niveau provincial, on appelle ça des édits. Voilà, édit portant création de la Direction générale des recettes de la ville de Kinshasa, qui est une ressource sûre, afin de permettre au gouverneur, entre autres Ngobila, ici dans la ville-province de Kinshasa, de mettre sa vision ou encore son programme en pratique. Et puis à part la DGRK à Kinshasa, nous avons aussi, à l'époque, c'était la RATPK, ça veut dire Régie d'assainissement des travaux publics de Kinshasa. Aujourd'hui, on a Raskin, parce qu'en fait, c'est au travers Raskin que nous pourrons rester dans le respect des principes et d'assainir notre ville. Surtout que Kinshasa, c'est la ville-province capitale pour parler. Raskin est différent de DGRK. Oui, Raskin est différent de DGRK parce que DGRK, c'est une régie en termes de, comment dire, je peux dire, une régie financière, en termes de maximisation des recettes, afin de permettre à la politique du gouverneur Ngobila d'être en pratique. Même si, entre guillemets, au niveau national, la rétrocession posera problème, mais du moins au travers de la DGRK, ça pourra permettre à 30-40% au gouverneur de mettre sa vision ou encore sa politique en pratique. Mais Raskin, c'est une régie d'assainissement. Ça veut dire par rapport à la grandeur de notre ville-province capitale qui est Kinshasa, nous avons besoin d'une régie dans le cadre de la salubrité, si vous voulez, l'assainissement. Même en soi, selon moi, je me dis, dans mon attendement, même le concept Kinbopeto est sorti de Raskin. C'est juste une complémentarité, juste une façon d'accélérer les choses, afin d'assainir notre environnement. Donc aujourd'hui, Raskin, je me dis, c'est une régie qu'il faut prêter beaucoup plus d'attention. Moi, je vais aller encore plus loin, comme à l'époque de la législature passée. Ça veut dire que même au niveau du gouvernement national, malgré des multiples charges, mais il faut qu'il y ait une sorte d'enveloppe pour l'assainissement et surtout de la ville-province capitale. Ce n'est pas une façon de surtaxer les Quinois. Au contraire, les Quinois, quelque part, nous avons une maladie, nous sommes un peu têtus. Si seulement on pouvait quelque part être aussi dans le respect des principes, suivre les orientations de nos dirigeants, je pense que nous allons vraiment bel et bien redorer l'image de notre province. Raskin aujourd'hui est une force, est une puissance dans les cadres de l'assainissement, dans les cadres de l'hygiène, comme nous qui avons grandi à l'époque de Mobutu, il y avait les services d'hygiène. Aujourd'hui, au travers de cette régie Raskin, d'où est sorti les concepts Kinbopeto, mais malheureusement, étant analyste politique indépendant, j'ai constaté que Raskin n'a pas de moyens. Est-ce que Raskin existe avec l'arrivée de Jean-Tini Ngobila au pouvoir? Non, Raskin, c'est une régie qui existait à l'époque déjà de Kimbuta. On appelait ça RATPK.
régie d'assainissement des travaux publics de Kinshasa, qui est vraiment une priorité, non seulement par rapport à la vie, à la grandeur de la ville, mais par rapport aussi, comment dire, à la visibilité de la ville, parce qu'en fait, Kinshasa, c'est le miroir. Et aujourd'hui, l'édit a été modifié, ce n'est plus RATPK, c'est Raskin, avec une administration, avec un comité de gestion, avec, entre guillemets, une sorte d'équipement. Mais j'ai constaté, je suis descendu sur terrain, je pense qu'il faut un soutien, un coup de pouce du gouvernement national au travers le gouverneur Ngobila, afin de permettre au gouverneur Ngobila de donner assez de moyens à Raskin, qui est la régie d'assainissement, pour assainir notre environnement, plus particulièrement la ville-province de Kinshasa, parce que les besoins sont majeurs. Et jusque-là, qu'est-ce qui est fait? Jusque-là, beaucoup est fait, mais beaucoup n'est pas encore fait parce qu'il y a un problème de moyens. Il y a un problème des moyens, les camions il y en a, les matériaux il y en a, mais il faut savoir encourager les personnels. Les personnels doivent être primés aux besoins. Il faut un budget non seulement pour le bon fonctionnement de la DGRK, mais il faut aussi un budget pour le bon fonctionnement surtout de la Raskin, parce que j'aurais suivi les discours de Jean-Denis Ngobila que j'avais beaucoup apprécié à la présentation de son programme pour dire que la priorité de sa priorité, c'était la santé. Alors, quand nous parlons de la santé, directement, nous devions parler de l'environnement, de l'assainissement. Or, aujourd'hui, comment on appelle, Raskin est là, avec un expert spécialiste qui a même étudié la matière au Canada, M. Timonier. Même malheureusement, moi étant politique, je suis descendu sur le terrain, j'ai étudié la question et je comprends que Raskin aujourd'hui a besoin de moyens. Pourquoi Raskin a besoin de moyens? Parce qu'il se pose un problème de rétrocession au niveau du gouvernement national. Donc, quand nos gouverneurs ne sont pas bien servis, ça veut dire qu'il y a des problèmes avec les ministères provinciaux et au besoin avec les régies au sein de chaque province. Kinshasa, c'est plus ou moins 11 millions d'habitants qui sont concernés par Raskin et qui pourront bénéficier de leurs services. Les habitants de la Gombe. Non, là je suis contre. Je suis contre. Il m'est arrivé, je suis parmi les personnes qui ont beaucoup critiqué la politique de Ngobila. Mais je n'ai pas voulu rester dans des critiques. J'ai fait une sorte de rapprochement. Et j'ai compris qu'autour du gouverneur Ngobila, il y a cette bonne volonté de bien faire les choses. Mais il y a un problème de moyens. Et puis il y a un problème de croc à jambes dans notre politique. Aujourd'hui, par rapport à cette histoire d'amour que moi j'estime, nous sommes en démocratie, une histoire d'amour des contre-nature. Aujourd'hui, on peut être un bon gouverneur du PPRD, mais on a un titulaire UDPS, ça pose problème. On peut être un bon ministre UDPS, on a un titulaire PPRD, ça pose problème. Donc aujourd'hui, la res publica avance de 3 pas, recule de 10 pas et les souverains primaires ne se retrouvent pas. Aujourd'hui, je pense qu'il faut une attention particulière. Je veux te parler de Guémena. Tu t'imagines que le gouvernorat de Guémena, l'Assemblée provinciale de Guémena, ils ont 10 à 11 mois d'impayement. Il semble que l'argent ne passe pas. Alors ça, ce sont des grandes matières, ce sont des grandes questions nous devions traiter, surtout que nous sommes sur Télé 50, la meilleure des chaînes, la plus suivie en République démocratique du Congo. Au Sankoura, apparemment, il y a les mêmes problèmes. Qu'est-ce qui se passe avec notre finance au niveau national? Qu'est-ce qui se passe au niveau du ministère de l'Intérieur au niveau national? De la manière que le gouverneur ou encore nos gouverneurs sont bloqués par manque de moyens. À Guémena, ils ont fait 10 à 11 mois, ils sont impayés. Au Sankourou, n'en parlons même pas. Si je dois citer d'autres provinces, eh ben, ça sera toute une litanie. Donc il faudra revoir cette façon de voir les choses. La rétrocession ou bien la retenue à la source devra être respectée, les 40%. Tout à fait. Ça, c'est un principe d'ailleurs qui est constitutionnel. Et on va se rendre au Lualaba, où se trouve notre équipe, où nous avons eu beaucoup d'informations en rapport avec cette province. Et on va parler de la redevance minière. Vous êtes à Kinshasa, toujours proche du gouverneur Miège Monguez Mons et aussi la vice-gouverneure Fifi Masuka. Alors, qu'en est-il de la redevance minière? Est-ce que cette province aujourd'hui vit au rythme de la redevance minière? Ça va étonner les gens. D'entrée déjà par rapport à cette question, je veux féliciter Joseph Kabila Kabange par rapport au traitement avec beaucoup de flexibilité sur la question du code minier. Aujourd'hui, le code minier a permis à ce que toutes nos provinces qui bénéficient des mining au besoin bénéficient de leurs redevances minières. Et je viens du Lualaba, ça m'arrive très souvent d'aller au Lualaba. Je suis de près la politique du gouverneur Jean-Denis Ngobila. On a vu les photos dans l'avion. Dans l'avion. Non, il m'arrive de beaucoup bouger. Parce que là, très bientôt, là aussi, je vais aller à Kabeyaka Mwanga, au Kassai, aller visiter et tout et tout. Kabeyaka Mwanga. Oui, j'aimerais bien voir où est né le Phanx Étienne Tshisekedi. Ça fait partie de l'histoire. C'est bien. En fait, ça m'arrive très souvent d'aller au Lualaba. D'ailleurs, il faut qu'on se dise, le Lualaba, c'est la capitale économique.
de la République démocratique du Congo depuis l'époque de Mobutu. Et c'est toujours un grand plaisir de parler avec le gouverneur Mouyej. Il m'a dit, je suis le gouverneur le plus genré. Donc il a toujours accompagné les bonnes choses et plus particulièrement la femme. Au moins nous avons des autorités qui respectent la femme. Alors au travers les redevances minières, bravo là-bas. Pourquoi? Parce qu'à tous les niveaux, vous avez des quartiers les plus pauvres, vous avez des communes aux besoins les plus pauvres, les plus sales. Bon, et au travers les redevances minières, aujourd'hui, il y a des choses qui se font bien. Et quand vous allez au Lualaba, après 4 mois, après 6 mois, après 8 mois, il y a des chantiers, il y a des immeubles qui poussent comme des champignons. Est-ce que la ville se transforme? Si seulement. Il faut poser la question à JMK. Quand Jean-Marie Kassamba sera de retour, comme il est sur place, expert professionnel dans la com qu'il est, je sais qu'il va apporter beaucoup des images. Le labo aujourd'hui, c'est vraiment une sorte de paradis. Les choses se font bien. Et cette redevance minière permet ou encore permettre à cette population de vivre une vie assez aisée. Aujourd'hui, un Lualabin n'a pas besoin d'envier un Quinois, n'a pas besoin d'envier un Mukongo, un Kassaïen. Le Lualaba, pour moi, en tout cas, écoutez, c'est une sorte de paradis. Hein. Les choses se font bien, tout est bien organisé, bien ordonné, au travers les redevances. C'est quoi ça? C'est l'Eldorado congolais? Si. C'est l'Eldorado congolais? Oui, oui. Les Eldorado congolais aujourd'hui, c'est le Lualaba. Quand on se retrouve là-bas, et on se plaint de rien. Non, quand on se retrouve là-bas, on se plaint de rien. Pas de problème de transport, pas de problème de logement, pas de problème d'eau, d'électricité, pas de problème de moustiques. Vous savez, Crispin Chibas... L'environnement est assaini. Super assaini. Les Lualaba avant Richard Mouyej... Bon, Jean-Marie Kassamba va nous amener les images. Les Lualaba avant Richard Mouyej, c'était vraiment un village au milieu de nulle part. Ça, il faut vraiment qu'on se le dise. Un village au milieu de nulle part. De nulle part. Alors, félicitations à la décentralisation. Tout à fait. Moi, j'ai toujours été d'accord par rapport à la question qui touche à la décentralisation. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir 26 provinces. Ça permet aussi à d'autres jeunes comme moi, de tous les 4 coins de la République, de s'émouvoir, de se rendre utiles pour l'intérêt de la République. Et là-bas était une sorte de village. Nous avons eu des gens qui sont passés dans le Haut-Katanga, dont les Katanga d'une manière générale, soi-disant qu'ils étaient les porteurs de solutions à tous les problèmes de l'espace katangais. Mais aujourd'hui, avec la décentralisation, quand vous allez au Lualaba, il y a une grande différence. J'admire aussi le courage de ces jeunes qui a pratiquement mon âge, qui a boula du Haut-Katanga par rapport à ce qu'il fait. Je suis passé par là. Il y a des grands chantiers, il y a des merveilles qui se réalisent au niveau du Haut-Katanga. Donc, ça va pour les Katangais. Si seulement. De toutes les façons, je suis congolais, donc je suis porteur de toutes les provinces. Et alors, toutes les provinces doivent se mettre au diapason pour développer la RDC à l'horizon 2030, qu'on puisse atteindre l'émergence parce que nous avons tous les atouts qu'il faut. Parlons politique cette fois-ci avec la problématique de la santé de VK, Vital Kamerhe, en prison, sorti, malade ou pas malade, en voyage. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Le saga Vital Kamerhe. Tu sais ce que j'aime chez Vital Kamerhe, c'est qu'il reste toujours unique à son genre. Son visage pose problème, sa démarche pose problème, ses apparitions posent problème. C'est ce qui définit réellement que Vital Kamerhe, c'est un homme d'État. Qui ne sait pas que Vital Kamerhe est malade? Et il était très, très malade. Étant son allié, parce que moi, je ne suis pas un allié du LUNC. Moi, je suis un allié à Vital Kamerhe. J'ai toujours encouragé les alliés de Joseph Kabila, les alliés de Fachi Béton, les alliés de Fayoulou, de Bemba, que sais-je encore. Donc, juste vous dire que Kamerhe était sérieusement malade. Il a bénéficié de beaucoup des examens. Et vraiment, on a été dans l'union des prières. Heureusement que notre Dieu est amour. Finalement, sa situation s'est maîtrisée un peu pour dire qu'à la prochaine audience, vous le verrez, il sera là dans la mesure des possibles. Espérons qu'il ne fera pas une réussite. Mais bon, nous préférons rester calmes. La priorité, c'est d'abord la santé. Il est ici à Kinshasa, quelque part. Et quand on dit que Vital Kamerhe est sorti du pays, c'est les raconteurs. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux parlent de n'importe quoi. Aujourd'hui, au sein des réseaux sociaux, tout le monde est intelligent, tout le monde est brillant. Même les idiots sont devenus intelligents. C'est très compliqué. Mais je vous affirme, étant partenaire de Vital Kamerhe direct, sans barrière, Kamerhe était réellement malade. La situation s'est apaisée. Il est ici à Kinshasa, entouré de sa famille, parce qu'il a besoin de bénéficier de ses soins. Bientôt, Vital Kamerhe est de retour à Makala. Non, nous croyons à l'indépendance de notre justice.
Bientôt à Makala, pourquoi pas? Parce que la justice fait son travail. Mais attention, on peut se réveiller un bon matin. Un miracle peut se faire. Parce qu'il y a un magistrat suprême, il y a un garant des institutions qui peut se réveiller un matin au nom de la coalition, au nom de ces grands combats qu'ils ont menés ensemble, lui accorder une mesure de grâce présidentielle. C'est permis. Il y a des discussions. Je crois à la bonne foi de Fatih Béton. Il y a des discussions sous coulisses. Écoutez, nous sommes en politique. Hein. La politique, c'est comme la vie chrétienne. Pour nous, les chrétiens, tout est possible. Hein. Rien n'est impossible. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, Vital Kamerhe reste toujours le directeur du cabinet du chef de l'État. Donc, c'est une possibilité réelle de bénéficier d'une mesure de grâce venant de la part du chef de l'État. Pourquoi pas? Dossier Kamerhe. Est-ce que ça va marquer négativement sa vie politique? Je ne pense pas. Je ne pense pas. En fait, j'ai une lecture, j'ai une approche. Je me dis dans mon attendement, le dossier Kamerhe ou encore le dossier 100 jours a permis à l'opinion nationale et internationale de comprendre qu'en République démocratique du Congo, nous avons des valeurs, nous avons des têtes. J'ai aimé, juriste de formation que je suis, politique que je suis, j'ai aimé la manière dont Kamerhe s'est défendu. Et ça a démontré que l'état des droits était au rendez-vous. Donc, il s'est bien défendu, jusqu'à preuve du contraire, malgré, le principe des droits, mais la justice le met dans une posture très à l'aise parce qu'il est aussi dans ses droits. Et félicitations pour Kamerhe. Je ne pense pas que Kamerhe, c'est lui la bête noire, c'est lui Jida qui est vendu les Christ. J'ai dit non. Au contraire, je pense que la res publique, qui est la République démocratique du Congo, au nom de cette fameuse coalition contre nature, on a besoin du coach. Parce qu'à chaque fois, les CACH et les FCC se battent. Vous comprenez que c'est parce que le coach n'est pas là. Et quand Kamerhe était là, il sait comment gérer l'esprit cash, il sait comment gérer l'esprit FCC. Alors, le 18, on va introduire encore une fois la demande de liberté provisoire. C'est le principe. Il a un cabinet conseil que je fais confiance. Ils doivent respecter les principes des droits, pourquoi pas. Mais jusqu'à preuve du contraire, je crois à sa liberté provisoire. Alors, en RDC, notre thématique du jour, c'est l'approche au développement, l'apport des provinces, le développement basé sur la contribution des provinces. Dans nos provinces, il y a beaucoup d'atouts sur le plan touristique. Tourisme, si on se rend en Mwanda, Kalemi, Lualaba, même le Congo, même le Congo central, ou avec Mwanda. Même au Kassai. On s'en passe là. On s'en passe là. Alors, toujours proche des gouverneurs, est-ce que ceux avec qui vous parlez, est-ce qu'ils ont des projets dans ce sens-là? En fait, je connais deux jeunes, intelligents, brillants, qui aiment la République démocratique du Congo, qui se sont organisés dans le cadre du tourisme. Dans le cadre du tourisme. Et aujourd'hui, le tourisme, c'est un pilier dans la vision du chef de l'État, Félix Tshilombo Tshisekedi. Et aujourd'hui, il y a un programme du tourisme qui commence du 16 septembre au 20 septembre avec Mme Patricia Mboté. Mais le concept, elle est bonne. Vous savez pourquoi? Parce que le concept, Mme Patricia Mboté, qui est un partenaire à moi, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas créer un programme du tourisme, prendre ces enfants les plus démunis, qui ont du mal à découvrir la vraie réalité de la République démocratique du Congo, au travers des gens animés de bonne foi, comme Jean-Marie Kassamba, comme Richard Mouyej Manguez, pourquoi pas, comme la première dame, Maman Denise Nyakeou. J'ai toujours été ému de la manière dont font les choses Maman Olive Lembe Kabila, pourquoi pas, le gouverneur Ngobila. Nous avons besoin des gens qui sont animés de bonne foi, nous permettre, avec un peu de moyens, inviter tous ces enfants que vous appelez chégués, démunis, les prendre, les faire visiter la République. Vous l'avez dit, en commençant même, comment on appelle, par le Congo central, ici, Mwanda, avant de prendre les avions. Même ici à Kinshasa, vous avez des gens ici à Bandal, à Ngiringiri et à Massina qui ne sont jamais arrivés à Maluku, qui ne sont jamais arrivés à Tséléfolis, même si Tséléfolis est foutu aujourd'hui. Mais ça nous sert, comment dire, en termes de tourisme. Et aujourd'hui, le tourisme, par rapport à la grandeur de notre République, constitue non seulement une image... Nous étions à Ngandayala, nous avons vu qu'il y a... Chez les bonobos. Ngandayala, non, c'est... dépassant Kinkole, Ngandayala, nous avons trouvé la faune et la flore merveilleux, qu'on ne se croira pas à Kinshasa. Et pourtant, on n'a pas toujours le temps de découvrir la beauté de notre pays. Ce que moi j'aime, quand vous quittez le Haut-Katanga par route,
pour arriver au Lualaba, vous passez par Likasi ou Antachi, vous passez par Likasi. Après Likasi, vous avez Tekefungurume. Quand vous passez Tekefungurume, vous arrivez au Lualaba. Mais je t'ai dit, monsieur le journaliste, nous avons des merveilles. C'est très beau à voir. Quitter Kinshasa pour arriver à Matadi. Vous avez des montagnes, vous avez des collines, c'est très joli, c'est beau à voir, c'est agréable, ça libère l'esprit. Et si aujourd'hui on pouvait prendre tous ces enfants démunis, abandonnés, oubliés, rejetés, mais nous avons un problème de moyens. Alors nous devions arrêter seulement de voir tout dans le cadre purement politique. Pensons aussi à nos enfants, pensons aussi à cette jeunesse montante. Aujourd'hui, au travers ces programmes du tourisme, je crois que le ministre du Tourisme, c'est un monsieur qui est très flexible. Certainement, là, ces services vont être formés. Mais nous demandons, nous sollicitons les personnes animées de bonne foi de nous contacter, afin de nous donner le moyen minimum. Nous ne demandons pas trop, le minimum. Prendre tous ces enfants abandonnés, délaissés, leur faire visiter, comment dire, notre beau grand Congo. Vous savez que le Congo est très merveilleux. Le tourisme marche avec la sécurité et la paix. D'où il faudra consolider la sécurité et la paix. Non, nous avons la paix. Malgré quelques groupes armés qui cherchent à créer des problèmes, mais aujourd'hui, il faut dire qu'il faut être rationnel. Déjà à l'époque de Kabila, il y a eu un grand travail qui s'est fait dans les cadres de mettre hors état de nous tous ces groupes, comment dire, des groupes rebelles et des groupes armés. Aujourd'hui aussi, j'ai aimé l'approche du chef d'État. Il a dit qu'il en fera sa priorité, mais j'attends toujours parce que le chef d'État nous a fait une promesse ferme que l'état-major général de FARDC va aller à Béni. Nous attendons. Ça sera une bonne chose, afin de permettre aussi les amis, les frères de Béni, Bunia, Butembo, Bukavu, Goma, de l'Est là-bas, qui vivent un peu une quiétude normale parce qu'avec cette alternance qui est pacifique, on a besoin de tout le monde, on a besoin de la paix. Merci beaucoup. Timothée Lenoir, d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. C'est Télé 50. Bon séjour à celui qui ne cesse de me tirer les oreilles à tout moment, Jean-Marie Kassamba, pardon, qui est au là-bas. Je sais qu'il a déjà, il mange les frétins, il mange les bitoyos, il en a besoin. J'ai suivi les images de Jean-Marie Kassamba avec ta permission. Je ne vais pas faire du djalelo, mais nous devions apprendre à reconnaître les valeurs des autres. Nous, la jeunesse congolaise, nous avons un défaut. Nous avons la légèreté dans notre manière de critiquer. Nous devons vendre positivement l'image de notre pays. Non seulement notre pays, nos personnalités, nos dirigeants, c'est ce qui va redorer l'image de notre beau pays. Ne pas être aigri. Non, les Congolais, surtout les Kinois, ils ont une particularité. Ils sont déjà aigris, ça, il ne faut même pas en parler. Merci beaucoup, Timothée Lenoir. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause. On se retrouve dans quelques instants sur Télé 50.